Alors, merci encore pour votre présence. On va débuter la présentation. Essentiellement, dans la série de rencontres, bien, vous le savez, là, pendant quelques années, on a tiré plusieurs apprentissages de nos premières années comme organisation, plus particulièrement des 5 dernières. Et on a tranquillement, après cette période d'écoute-là, canalisé cette information-là dans ces orientations. Alors, on va vous faire un parcours, un survol. Alors, la période historique, bien, écoutez, la période historique se découpe en trois grandes, on l'a ramassé en trois grands moments dans le cheminement. Un de 2000 à 2006, qui est essentiellement une période où on ne s'est plus à se dire que c'était l'époque, évidemment, du démarrage, de l'euphorie, de tout est beau. Et en même temps, on essayait plein de choses à ce moment-là. Puis on avait deux missions. On avait la prévention de la pauvreté, mais également la prévention de la maladie à l'époque. On a essayé plein d'affaires avec toutes sortes d'organisations, beaucoup avec des organisations communautaires. Puis ce qui était particulier aussi, ça a été à la fois le premier démarrage, en fait, de Québec en forme, d'un premier partenariat, en fait, avec le gouvernement du Québec en 2002. Et venu plus tard dans cette période-là, le démarrage de Québec enfant. Donc, période assez faste, assez, comment dirais-je, expérimentale, en fait. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. On avait jusqu'à 130, 140 projets soutenus à l'époque. Et tout ça dans un esprit où, évidemment, il y avait une influence du mode entrepreneurial qui teintait généralement ce que l'on faisait, et évidemment aussi la partie de l'évaluation, mais aussi probablement une forme d'influence du modèle plus médico-clinique, qui était, lui, inspiré davantage de la partie prévention de la maladie, qui inspirait ce qu'on faisait, et ce qui inspirait aussi la manière de réfléchir comment on allait apprécier éventuellement les résultats de ce que l'on faisait. Donc, c'est cette période-là. Évidemment, c'est très bref, là. 2006 à 2007, il y a eu un moment important pour passer à l'autre étape. Ça a été la première chose, l'abandon de la mission prévenir la maladie. Donc, ça s'est produit en 2007. Et en ce faisant, on se concentre sur la mission réussite éducative. C'est donc l'apparition de cette terminologie-là de notre côté. Évidemment, il y avait d'une certaine manière encore l'influence du volet santé, dans le sens que quand on travaillait en prévention de la maladie, on avait beaucoup travaillé sur des approches alternatives et complémentaires. Et dans ce contexte-là, évidemment, tout ce qui est approche holistique, l'individu dans sa globalité était quelque chose qui était déjà très présent dans les valeurs et dans la façon de penser de l'organisation. Alors, quand on était le temps de passer à l'étape de se dire, bien, on continue à vraiment se centrer sur la prévention de la pauvreté, mais cette fois-ci, en se préoccupant de la réussite éducative, on a tout de suite défini ce champ-là en réussite éducative de manière assez large, en fait. Donc ça, c'est ce passage important-là. Puis à la fois, de 2007 à 2014, bien, c'est la phase des grands partenariats avec le gouvernement du Québec, essentiellement concentrés, comme plusieurs d'entre vous le savez, autour de Québec en forme, avenir d'enfants et réunir, réussir. C'est une époque où essentiellement aussi notre soutien se définit par deux grands champs de soutien, mobiliser les communautés, mobiliser la société. Et évidemment, bien, on est toujours influencé par les mêmes éléments, donc entrepreneurial encore, médico-clinique probablement, mais là, de plus en plus, la période avançant, de plus en plus aussi influencé par les modes d'évaluation, de reddition de comptes gouvernementaux aussi dans le contexte des partenariats avec le gouvernement. Donc, c'est cette grande période 2007-2014, puis évidemment, bien, 2015 à aujourd'hui. En février 2015, après quelque chose comme 1 an et demi de discussion avec les différents ministères concernés, dans la perspective de voir si on renouvelait ou non les ententes qui avaient guidé les partenariats que nous avions avec eux, bien, on a pris la décision en février 2015 de ne pas renouveler ces partenariats-là. Évidemment, on maintenait notre mission, puis évidemment, bien là, c'était une nouvelle phase d'euphorie, entre guillemets, mais aussi d'angoisse qui s'est produite, parce que qu'est-ce qu'on allait devenir? Quelle serait la nature du soutien de l'organisation à partir de là? Alors, ces questions-là se posaient devant nous. Et rapidement, quand même, ce qui est devenu l'ancrage qui nous a guidés par la suite, c'est tout ce qui tournait autour de la vision qui nous motivait, de voir comment on pouvait contribuer à quelque chose de plus grand
que l'organisation, contribuer déjà à quelque chose aussi qui était déjà inscrit dans l'ADN de la société québécoise, de savoir tout ce qui tourne autour de la justice sociale, d'où la vision qui est présente aujourd'hui, donc de contribuer à ce que le Québec devienne une société solidaire, inclusive et juste pour que chaque enfant, chaque famille puisse se développer pleinement. Donc, c'est vraiment été le premier ancrage qui nous a aidés après ça à avancer dans le processus. Quelques grands apprentissages à travers ça. La notion de prévention. Pour les raisons évoquées plus tôt, c'est-à-dire des influences que nous avions eues, notamment au plan médico-clinique, on était probablement influencé beaucoup dans une perspective de prévention, d'abord centrée sur la trajectoire de l'individu. Et progressivement, à partir, je vous dirais, 2008-2009, on a commencé à s'intéresser davantage à l'effet des environnements, des conditions qui ont un impact sur la trajectoire des individus. Donc, s'intéresser aux causes, ce n'est pas juste s'intéresser aux causes du parcours de l'individu en tant que tel, c'est d'abord de s'intéresser aux effets que l'environnement ou que les conditions qui entourent les familles et les individus ont sur leur parcours. On ne peut pas mettre toute la responsabilité de la trajectoire sur le dos de l'individu. Donc, c'est le premier grand apprentissage qui s'est produit autour de 2008-2009. L'autre élément, pour ceux qui ont déjà été présents sur le territoire dans ces projets-là, évidemment, à travers les 3 grands partenariats, c'était bien que l'intention était de voir comment on pouvait faciliter le travail de collaboration, le dire autrement, essayer d'amoindrir les effets de silo sur le terrain, en ayant les 3 grands partenariats, évidemment, qui agissaient en petite enfance, en habitude de vie ou en persévérance scolaire. Les acteurs terrains se retrouvaient dans une situation où devaient travailler sur 3 plans, 3 portraits, 3 redditions de comptes, 3 de tout. Ça, c'est 1. Et 2, la plupart des partenaires nous disaient, écoutez, nous, dans notre milieu, on ne réfléchit pas juste dans une logique petite enfance ou dans une logique persévérance, on réfléchit dans une logique où on appréhende tout ça dans une logique autour de la famille. Puis les familles ne se décomposent pas en petits morceaux. Puis on aimerait mieux réfléchir ça sur une perspective globale, intégrée, continue dans le temps. Donc, on a intégré cet apprentissage-là et aujourd'hui, en fait, vous allez voir un peu plus tard, ce qu'on propose, évidemment, s'inscrit dans cette perspective-là, d'aborder ça dans une perspective continue. Donc, dans notre cas, c'est 0-20 ans, mais ça n'empêche pas certains milieux de vouloir travailler dans une perspective 0-30 ans, puis de pouvoir s'inscrire dans les travaux qu'ils réalisent, bien entendu. L'autre apprentissage, j'en parlais un peu plus tôt là, sur la question du soutien. Qu'est-ce que ça voulait dire, le soutien? Puis on pourrait décrire ça en 4 éléments. Évidemment, tout le rôle de soutien. Donc, vraiment, on est là pour appuyer les partenaires. La première caractéristique, après, c'est celle qui est sur l'horizon long, donc plutôt à long terme, pour des raisons qui peuvent sembler évidentes, mais sur le type de travail qu'on cherche à soutenir, travailler sur des horizons d'1 an, 2 ans, 3 ans, c'est pratiquement mettre les gens dans une situation impossible. Donc, dans cette perspective-là, de pouvoir se permettre de progresser sur une période assez longue. Évidemment, la caractéristique qui a toujours été présente, c'est aussi de soutenir des organismes et des regroupements qui travaillent ensemble. Donc, des projets seuls, isolés, avec une seule solution, sans créer l'environnement autour d'eux qui permette de faire avancer globalement les choses. Moins ça, mais de vraiment donc toujours voir comment on peut travailler à outiller les gens à travailler ensemble pour la recherche ou la mise en œuvre de solutions. Puis évidemment, dans une perspective de voir comment on peut être utile au développement ou au renforcement des capacités de ces organisations-là ou de ces regroupements-là pour atteindre leurs objectifs en matière de réussite éducative pour tous. Là. Donc, en quatre gros morceaux, le soutien, long terme, collaboration et dans une perspective de renforcer la capacité de ces collaborations-là à pouvoir atteindre leurs objectifs. Bon, des apprentissages, ça, c'en est quelques-uns, mais il y en a quelques-uns qui sont devenus plus cruciaux, plus centraux et qui vont orienter beaucoup notre manière de faire aussi. Et les 3 que je vais vous présenter dans quelques instants sont très interreliés. Ce n'est pas rien qui est indépendant. Le premier, c'est que nous étions perçus, et probablement réellement, une organisation qui, bien sûr, avait de l'argent, mais aussi possédait des solutions ou des pistes de solutions.
Donc, nous voulons dorénavant passer à une organisation qui va surtout s'appliquer à outiller et appuyer ceux qui ont le potentiel ou qui ont des solutions émergentes ou qui ont déjà des solutions qu'ils cherchent à mettre en œuvre. Donc, la notion de soutien aussi, ici, prend tout son sens. Le second, c'est qu'évidemment, dans un contexte comme ça, on avait souvent aussi une posture ou une façon de faire qui était, bon, on est un bailleur de fonds, on a des solutions, une forme de logique plus transactionnelle avec le partenaire. Puis c'est une des choses qu'on s'est rendu compte avec le temps qui était peu efficace et productive dans la perspective notamment de développer une relation, et deux, de voir comment on pouvait ensemble pouvoir tirer des apprentissages de cette expérience-là. Alors, évidemment, on veut passer à une étape et à une posture beaucoup plus relationnelle qui va être basée, évidemment, sur la confiance, le respect de l'expertise du partenaire. C'est central pour la suite des choses, à notre avis. Et le troisième, ça vient avec, évidemment, une solution dans une logique un peu transactionnelle, puis aussi avec des résultats qui étaient possiblement déjà spécifiques et dirigés. Compte tenu qu'il y avait des pistes de solutions, on pouvait penser avoir déjà aussi des résultats attendus, voire même parfois des indicateurs. Évidemment, le changement qu'on veut faire ici aussi en termes de façon de faire, c'est vraiment de dire notre rôle, c'est encore une fois davantage d'être là en appui et voir comment on peut outiller nos partenaires à pouvoir apprécier, eux, le chemin accompli en fonction de leurs objectifs et de voir après ça, nous, là-dedans, comment dans la conversation qu'on peut avoir, dans la relation qu'on peut avoir avec eux, comment on peut isoler éventuellement la valeur ajoutée qu'on a eue dans ce chemin-là. Mais notre rôle, c'est plus d'appuyer et non pas d'arriver déjà avec des objectifs ou des indicateurs prédéterminés, ce qui souvent, finalement, met de la lumière sur certains endroits sur le terrain, mais dans le fond, les vrais résultats se passent ailleurs. Vous avez un schéma intégrateur après qui vous présente les différentes orientations. Je vais commencer par la droite de l'image. Évidemment, ça, c'est l'essence de la raison d'être. Évidemment, toujours dans une logique de prévention de la pauvreté par la réussite éducative, mais en se posant ces questions-là à partir de 2015, est arrivé à rapidement, OK, mais qu'est-ce qui nous motive vraiment? Et apparaissait assez clair que tous les enjeux autour des inéquités, des écarts, en fait, puis iniquités peuvent être traités de bien des manières, là. Tout ce qui était des écarts entre les différentes populations dans les conditions qui leur étaient permises pour pouvoir atteindre la réussite éducative, bien, c'est ça qui devenait vraiment le cœur de notre intérêt. Fait que toute la question de comment accroître la réussite éducative, mais aussi voir quels sont les enjeux, les conditions d'inéquité autour de ça, et de s'intéresser, si vous allez une colonne à gauche de plus, s'intéresser encore plus particulièrement à quelles sont ces conditions-là. On vous a nommé quelques éléments, comportement, politique publique, mesures, etc., programmes. Alors ça, c'est pour ce volet-là. Découle de ça après après ça, on s'est posé la question, puis rappelez-vous, tout à l'heure, je vous ai parlé mobilisation des communautés, mobilisation de la société. C'était l'essentiel là, des deux grands axes de soutien que nous avions. Puis, bien, on s'est rendu compte que c'était pas mal réducteur de parler de notre soutien seulement dans ces termes-là. On mobilise les communautés, puis on mobilise la société. C'est tout ce qu'on fait dans la vie. C'est tout ce qu'on soutient. Et premièrement, puis deuxièmement, on s'est rendu compte aussi que c'était finalement relativement, possiblement interprétable de manière totalement indépendante. C'est-à-dire qu'on pouvait faire un, puis pas s'intéresser vraiment à l'autre, et faire l'autre, puis pas s'intéresser vraiment à l'autre. Donc, on créait là aussi encore une certaine forme de silo dans notre propre façon d'envisager ce travail-là. Donc, on s'est posé les questions, puis après ça, on s'est dit, bien, comment on peut réfléchir ça? Puis on a atterri, en fait, on a conclu davantage, on devrait s'intéresser davantage à ceux qu'on cherche à soutenir. Qui sont ces groupes-là? Qui sont ces organisations, ces regroupements-là? Et vous avez, dans le fond, dans les trois engrenages que vous avez sur le schéma, dans le fond, ce qui a été retenu. Donc, territoire, réseau et ressources. Si je continue vers la gauche, il y a une petite pastille bleue pâle qui a l'air toute anodine. Puis c'est peut-être quelque chose qui est davantage de l'ordre du principe de travail interne qu'on veut se donner, mais c'est qu'avant ça, vous le savez, là, quand on travaille souvent avec des partenaires, la relation peut facilement s'en tenir à une question bilatérale entre le partenaire puis une organisation comme la nôtre. Et l'intérêt ici, c'est de se dire, bien, on devrait être au minimum beaucoup plus soucieux
de l'écosystème de soutien financier et autres qui est autour du partenaire en question. Fait que le minimum, c'est d'être beaucoup plus, pas juste regarder le montage financier, mais de comprendre aussi quelles sont les intentions, puis de voir à quel point nos intentions peuvent être à la limite contradictoires avec d'autres et de voir comment on peut travailler à créer du sens pour aider le partenaire toujours à aller plus loin. Fait que ça, c'est comme le minimum. Puis le maximum possible, ça peut être éventuellement de voir est-ce qu'il y a moyen de collaborer activement avec d'autres bailleurs de fonds pour voir comment on peut ensemble, de manière complémentaire, venir appuyer le projet ou les objectifs des partenaires en question. Donc, vraiment ici, d'avoir un souci de regarder plus large la question de l'ensemble des ressources qui sont disponibles pour ces partenaires. Puis après ça, vous avez essentiellement à votre gauche toujours les ressources disponibles pour faire ce travail de soutien. Donc, 65 millions annuels à déployer à partir plus particulièrement de 2020. Et également, depuis peu de temps, également 10 du capital est rendu disponible aussi pour des fins d'investissement liées à la mission. Donc, c'est vraiment de l'utilisation de capital ici pour travailler sur des projets qui ont un impact avant tout social avec un rendement financier moindre. Et pour conclure, sur cette grande page-là, vous avez la dorénavant fameuse pente de ski pour débutants, qui était d'abord une intention d'un message qu'on voulait se donner à nous-mêmes, à l'interne, dans l'organisation, et qui finalement, au fil du temps, on s'est rendu compte qu'il y avait un intérêt d'en savoir plus pour d'autres également. Le message central ici, c'est sur la partie de droite, quand la pente de ski devient très faible, sur les objectifs liés vraiment à la finalité. On a voulu se dire qu'il était probablement illusoire, très onéreux, méthodologiquement impossible, de tenter de poursuivre le rêve absolu de documenter le fait qu'une contribution de la Fondation ait pu avoir un impact sur Félix dans le centre-sud à Montréal et sur sa famille. De même que sur les conditions spécifiques qui pourraient entourer le succès ou non de Félix. Il y a trop de facteurs qui jouent là-dedans, qui viennent donner différentes influences à ce type de résultats-là. Il y a trop de joueurs également. Donc, on a voulu, à quelque part, abandonner cette recherche de démonstration, quand je vous en parlais tout à l'heure, dans l'approche qu'on veut dorénavant mettre en place en termes d'apprentissage. On a voulu abandonner ce rêve de démonstration. Ce qui ne veut pas dire par ailleurs. Et en fait, on va toujours se montrer intéressé à toute initiative collective au Québec qui cherchera à collecter de l'information sur ces questions-là. Que ce soit à travers des enquêtes comme l'étude longitudinale ou que ce soit n'importe lequel. Évidemment, s'il y a des initiatives collectives qui cherchent à avoir plus d'informations sur le profil de développement des jeunes, la réussite éducative globale, les conditions qui les entourent, les enjeux d'iniquité, etc., bien sûr qu'on va être partie prenante d'une initiative collective qui cherche à donner une information générale à l'ensemble de la société québécoise. Mais de là à se dire ça devient un objet d'imputabilité, d'attribution, de recherche d'indicateurs, on abandonne ça. Puis l'autre élément, c'est que tout ce qui est à gauche, par contre, évidemment, est-ce que nous sommes pertinents dans la nature du soutien que l'on offre? Est-ce qu'on a effectivement bâti des relations constructives et respectueuses avec nos partenaires? Est-ce qu'on a effectivement été utile? Est-ce qu'on a vraiment une valeur ajoutée dans la nature du soutien qu'on offre dans la perspective de renforcer ou développer leurs capacités pour atteindre leurs objectifs? Ça, oui, on est imputable et on devrait s'attribuer effectivement, éventuellement, quelque chose là-dessus, mais pas sur la partie droite du schéma. Les territoires, évidemment, ce sont, le mot le dit, des géographies, souvent plus de proximité, qui, bien entendu, ont la particularité d'avoir des réseaux, des groupes qui ont décidé de se réunir, de se rassembler pour travailler ensemble, à voir comment ils peuvent se donner une vision de changement et surtout pouvoir éventuellement passer à l'action ensemble. Sur les questions territoriales, il y en a plusieurs d'entre vous qui êtes déjà familiers avec ça. C'est sûr qu'il y a une série de données socio-démo, une série de données objectives, en fait, qui nous permettent de voir comment on peut identifier les territoires qui probablement sont dans des situations plus
aiguë où il y a davantage d'inéquité ou de pauvreté ou d'inégalité. Mais évidemment, il y a une série aussi de conditions ou à travers le temps, des conditions ou des éléments qu'on peut observer dans le travail, surtout dans le travail de coalition, de concertation au plan local, qui sont, elles, qualitatives. Que ce soit la volonté d'agir, la nature des leaderships. Puis on a compris aussi à travers les années que ce n'est pas un leadership qui fait avancer les choses, c'est qu'il y a plusieurs formes de leadership qui s'exercent en même temps pour faire avancer quelque chose. La nature, évidemment, de la présence de d'autres types de soutien autour de ces démarches-là. Évidemment, l'historique de leur partenariat, de leur mobilisation. Alors, tout l'ensemble de ces éléments-là servent pour nous à voir effectivement où en sont rendus les différents partenaires. Pour ceux qui sont moins familiers, on vous a fait quelques cartes à travers les données objectives. Ça nous a permis donc, évidemment, selon les territoires de MRC, de pouvoir redécouper les territoires. Il n'y a pas vraiment de surprise. Qu'on choisisse les indicateurs, en général, ça donne des petites nuances, mais ça revient pas mal tout le temps aux mêmes configurations. Et là, on vous donne un exemple. Dans le cas de Charlevoix, ce n'est pas parce qu'une MRC en soi serait rouge, par exemple, que l'ensemble du territoire de la MRC, elle, l'est. Il y a évidemment beaucoup de variabilité en fonction des réalités de chacun des territoires. On vous donne aussi l'exemple de Charlevoix, surtout pour parler de l'initiative, puis vous donner un exemple de ce qui se passe actuellement. Évidemment, c'est 13 municipalités dans 2 MRC. C'est plus qu'une cinquantaine de partenaires maintenant qui travaillent, eux, vraiment sur un projet de développement social intégré. Donc, leur démarche est vraiment axée à la lutte à la pauvreté. Et à l'intérieur de ça, ils sont en train de se donner une vision de changement. Il y a quelque chose qui émerge de vraiment très intéressant. Et à l'intérieur de ça, évidemment, les axes autour de l'éducation, du développement des familles, du développement des jeunes sont aussi importants. Donc, ils sont en cours de travail. Mais comme vous pouvez le voir, l'ensemble des chantiers touche plusieurs conditions ou plusieurs éléments qui vont au-delà de ça, que ce soit l'employabilité, la sécurité alimentaire, le transport, la mobilité dans la région, qui sont tous des enjeux qui peuvent être... on peut avoir les meilleurs services, mais si personne n'a accès aux services, il y a un enjeu. Donc, ils sont dans ces réflexions-là actuellement et on les accompagne actuellement dans une première phase de dialogue avec eux pour voir éventuellement si on peut aller plus loin ensemble. Alors, c'est un exemple. Pour ceux qui connaissez bien Montréal et puis plus récemment, les initiatives qui ont été démarrées aussi via Centraide et on les fait en 8 autres fondations maintenant. De même que la Ville de Montréal, la santé publique et la coalition des tables de quartier. Donc là, il y a vraiment une démarche, c'est-à-dire au lieu que chacun fasse ses affaires, chacun de son côté pour appuyer des territoires actuellement à Montréal, bien, il y a eu le timing était propice. Hein? Puis là, ici, il faut voir que dans le cas de Montréal, c'est après 15-20 ans de travail avec les tables de quartier que ça peut se produire. Probablement que ça ne pourrait pas se produire spontanément n'importe où. Mais ici, il y avait un bon moment, il y avait un moment propice, puis les gens se sont réunis au lieu de travailler chacun de notre côté. On s'est dit, bien, si on réunissait nos expertises et nos ressources, est-ce qu'on serait en mesure de mieux soutenir certains territoires? Là, actuellement, il y a 5 territoires priorisés. Il y en a 12 autres, si je ne me trompe pas, qui sont aussi appuyés de manière un peu plus légère. Les 5 priorisés sont Saint-Michel, Saint-Léonard, Centre-Sud, Parc-Extension, Côte-des-Neiges. Bon, ce qui est important dans toute la question territoriale, c'est aussi un choix important qu'on veut faire, c'est d'être vraiment sur mesure. Donc, la première chose sur mesure, ça a été de dire on ne décidera pas, nous, de la configuration du territoire, à quelle échelle on travaillera. Fait que ça peut être un quartier, ça peut être un arrondissement, ça peut être une MRC, 2, 4, 8, 6, vous l'avez vu tout à l'heure. C'est pas nous qui allons définir c'est quoi cette échelle-là. On va, nous, reconnaître, dans le fond, la manière de travailler des territoires, les instances qu'eux jugent légitimes pour faire ce travail-là. Nous, on va travailler avec ces joueurs-là. Vous avez pu voir Charlevoix tout à l'heure, c'est 2 MRC. Il y a un projet actuellement dans Montérégie. Eux, ils travaillent à l'échelle de 4 MRC. Qui sommes-nous pour dire, ben non, nous, on voudrait juste travailler à l'échelle d'une MRC ou de 2 MRC? Non. Fait qu'on travaille avec la configuration qui leur est propre et qui fait du sens pour eux. Les objets de soutien que vous voyez là, ce sont les objets de soutien qui sont valables pour l'ensemble des pôles de soutien, autant réseau que ressources. Donc, évidemment, tout ce qui touche le développement d'une vision commune, que ce soit dans un projet ou dans l'autre, c'est
quelque chose qu'on souhaite soutenir, que ce soit sur la base d'accroître la participation citoyenne à l'élaboration de cette vision commune-là, que ce soit sur les formes de leadership à appuyer également, que ce soit sur les réflexions à faire sur le continuum de travail dans lequel ils veulent s'inscrire, etc. Sur les conditions, ils veulent réfléchir de manière plus systémique à ça, bien, on pourrait les appuyer sur ce travail à se développer. Donc, la vision commune qui répond à leurs besoins, aux occasions qui se présentent sur leur territoire. Ça, c'est le premier volet. Évidemment, de ça découleront des initiatives propres liées à la prévention de pauvreté et réussite éducative. Alors, évidemment, ces initiatives-là, on les appuierait. Et dans un dernier lieu, évidemment, tout ce qui touche au développement des capacités, au renforcement des capacités, que ça passe par des ressources, changement de pratique, outillage à l'évaluation, au plaidoyer, à la communication. On a entendu récemment des éléments plus de nature développement organisationnel, etc. Bien, n'importe quel élément qui vient renforcer la capacité du groupe ou de l'organisation qui est en leadership pour le groupe, bien, on viendrait appuyer ces éléments-là. L'autre élément de sur-mesure, c'est que, rappelez-vous, puis on a tout fait ça, là, nous les premiers, hein, on va faire un portrait, faire un plan d'action, ça va commencer telle date, ça va finir telle date, puis après ça, on va faire de la reddition de compte, puis on fait tout le temps ça, tout de la même manière, tout le monde, puis peu importe où est-ce qu'on est rendu, il faut le faire. Bien là, on s'est dit, non, on va essayer de voir si on peut nous-mêmes se mettre un peu à risque, entre guillemets, puis essayer d'autres choses. Et puis ici, quand vous voyez ces étapes-là, ce n'est pas des étapes linéaires. C'est pas on commence à là, puis on va finir nécessairement là. C'est l'inverse. L'idée ici, c'est de dire, en fonction d'où est rendu le partenaire, si le partenaire est déjà rendu à la phase de mise en œuvre, bien, on travaille avec lui dans la phase de mise en œuvre. S'il est à l'étape de l'émergence de son idée, bien, on va travailler à l'étape de l'émergence. S'il est à l'étape du développement, bon, évidemment, c'est jamais totalement étanche, hein, ces étapes-là, là. Mais il reste que généralement, on peut quand même voir avec les partenaires et convenir avec les partenaires qui sont davantage dans une étape que l'autre. Alors, plutôt que d'essayer de voir à mettre tout le monde dans un même processus, on essaie de voir comment on peut plutôt ajuster les processus, puis ajuster les façons de faire pour pouvoir s'ajuster aux besoins et à l'état de situation des différents partenaires. Donc, ça, c'est l'autre élément de sur-mesure qui vient se rajouter. C'est qu'évidemment, la courbe de financement, en général, plus on se rapproche de la mise en œuvre, en général, plus elle est intensive en termes de recherche de financement. Fait qu'évidemment, on a reproduit cette courbe-là, mais aussi ce qu'on s'est fait dire dans des rencontres comme aujourd'hui, on s'est fait dire, oui, c'est vrai, mais ne sous-estimez pas l'effet du soutien pour la période d'émergence et développement. C'est souvent là qu'il n'y en a pas de soutien financier. Il est plus facile d'en avoir pour la mise en œuvre. Ça ne veut pas dire de ne soyez plus dans la mise en œuvre, là, mais c'est plus facile d'en avoir pour la partie mise en œuvre que d'en avoir pour la partie émergence-développement. Fait que peut-être ici, réflexion à faire, surtout dans la phase expérimentale qu'on va franchir prochainement, d'être bien à l'affût de voir effectivement est-ce qu'on a davantage de valeur ajoutée dans ces phases-là que dans les phases mises en œuvre. À voir. N'importe quelle organisation ou regroupement d'organisations a avantage à diversifier ses sources d'appui, ses sources de financement. C'est pour ça ici qu'on précise aussi que nous ne voulons que nous considérer comme une part relative du financement de ces initiatives-là. En d'autres mots, ne pas être le seul. Hein? Je pense qu'il faut qu'il y ait d'autres joueurs présents. Les durées déterminées de soutien pour la partie territoriale, en général, on identifie entre 5 et 10 ans. On va le voir aussi à l'usage, mais je pense que de 5 à 10 ans, c'est une période qui permet pour ceux qui démarrent, mettons, à l'étape d'émergence, comme vous avez pu voir tout à l'heure, d'aller assez loin là-dedans, puis ceux qui sont à l'étape de mise en œuvre, d'y aller aussi, tout en pouvant envisager une étape d'appropriation, de prise en charge de certaines activités. Pour toutes les raisons évoquées plus tôt, quand on fait le choix d'être dans du sur-mesure, puis ne serait-ce aussi qu'avec les capacités financières que nous aurons, bien qu'elles soient grandes, elles sont quand même limitées. Mais surtout pour la raison du sur-mesure, le volume, faire du volume, c'est presque l'ennemi du sur-mesure. Plus on fait du volume, plus on va avoir tendance à standardiser. Alors, pour ces raisons-là, actuellement, on estime et on ne souhaite pas dépasser beaucoup, de manière constante dans le portefeuille, une 60aine de territoires. Donc, auparavant, si, par exemple, on revient à des questions qui touchent
qui touche Québec Enfant ou Avenir d'Enfants, qui était sur l'ensemble du territoire, donc qui pouvait représenter 140, 150 communautés. Ici, pour ces raisons-là, actuellement, on estime qu'on ne devrait pas dépasser 60 territoires. Bon, ça, c'est une estimation de 2017. Là. Il est possible qu'en 2020, on se dise ben, c'est moins ou un peu plus, mais c'est l'estimation qu'on peut en faire à ce moment-ci. Relation avec les premiers peuples. Alors, première chose ici, c'est que, ben, comme tous ceux qui se disent il faudrait trouver une manière d'être utile au développement, au renforcement de ces nations-là, ben, on peut partir vite avec nos schémas habituels. Et je voudrais que le parcours qu'on a fait, ça a été de commencer comme ça puis de reculer très, très, très vite. Pour se dire, ben, on ne fera pas comme on fait d'habitude, des groupes de discussion, etc. On ne va pas là-dedans. La première chose qu'on va faire, c'est de... Et on est en plein là-dedans. Fait que là, ce que je vous dis actuellement, c'est plus l'état d'avancement que concrètement ce qui se passera. Mais la première chose, c'est justement de revoir, de reprogrammer ou de nous sensibiliser fortement à notre propre cadre normatif culturel, puis voir comment on s'ajuste et on comprend davantage le cadre normatif culturel et politique des premiers peuples. Puis quand on parle de premiers peuples, il y a beaucoup de réalités différentes. Il ne faut pas... on ne peut pas homogénéiser ça dans une seule vision. Donc, on est là-dedans. Puis ce que vous voyez là, ici, c'est aussi de prendre bien acte et bien connaissance profondément des travaux qui ont déjà été réalisés par ces gens-là et de voir comment on peut encourager d'autres travaux par eux, pour eux, qui vont venir nous enseigner éventuellement dans quoi on devrait inscrire davantage notre nature, notre soutien. Tu as plutôt pensé qu'on a déjà des solutions pour eux. On ne peut pas faire autrement. Là, on va avoir comme une phase de formation interne à faire encore. On est vraiment dans ce processus-là avant de se dire qu'on va pouvoir éventuellement envisager. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est, chemin faisant quand même, c'est d'aller aux événements qui sont importants pour eux et d'attendre d'être éventuellement invités à participer à d'autres choses. Donc, de créer des relations, mais à leur initiative et non pas à la nôtre. Fait qu'on est dans ce processus-là actuellement. Puis on verra où ça nous mène. On a décidé de ne pas mettre de calendrier, de ne pas mettre d'échéancier sur ça, de se laisser toute la souplesse pour pouvoir voir comment on va évoluer dans ce dossier-là. Réseau, j'en parlais un peu tout à l'heure, donc acteurs décideurs qui sont réunis à travers donc des modèles associatifs, professionnels, sectoriels, qui ont essentiellement deux grands intérêts, attributs aussi, c'est de voir comment ils peuvent adopter, propager, changer des pratiques, ou sinon voir comment ils participent au débat sur les politiques publiques, voire même les influences. Et là, actuellement, on a un travail, c'est sûr, d'entrée de jeu, je peux pas mal vous dire que c'est sûr que le volet société civile, réseau communautaire, seront priorisés dans le contexte. Mais il nous reste quand même un travail à faire pour aller plus loin sur ce travail d'identification des réseaux. Ce sont les mêmes objets de soutien que pour le territoire. Évidemment, la nature du soutien aussi, là aussi part relative du financement. La durée d'expérience jusqu'à maintenant, les durées sont un peu plus courtes que ce que vous avez pu voir pour le territoire. Ça oscille plus autour des 5 ans que des 10 ans. Et on estime en gros que de manière constante, là aussi dans le portefeuille, on aurait une 15 à 20 réseaux qu'on pourrait soutenir de manière donc continue dans le portefeuille. Évidemment, vous devez vous en douter, là, les réseaux, il y en a de nombreux. On fait juste vous donner une idée en fonction de notre mission. Il y en a quelques-uns. Donc, on aura à voir comment éventuellement là, on peut être efficace et surtout répondre aux besoins les plus importants dans le contexte de ce qu'on poursuit comme mission. Quand même, on voulait vous donner un peu plus de prise là-dessus, puis vous donner quelques exemples de ce qui est actuellement soutenu. Ça ne veut pas dire que c'est nécessairement une représentation du futur, mais ça donne quand même quelques exemples. Certains d'entre vous connaissez bien le projet CAR, qui est un projet en partenariat avec l'Association des DG de commissions scolaires, qui vise essentiellement à voir comment, dans l'ensemble du réseau des commissions scolaires participantes volontaires, de voir comment ils peuvent appuyer le développement du leadership pédagogique dans l'ensemble de leurs organisations, de la direction générale jusqu'aux enseignants.
évidemment en passant par les directions d'établissement. Vous avez d'autres exemples, là, par exemple, puis là, vous avez aussi des réseaux de réseaux dans la liste que vous avez là. Vous avez d'autres groupes que vous connaissez bien, là, le groupe d'action en persévérance scolaire ou le collectif pour un Québec sans pauvreté, qui sont aussi des réseaux de réseaux, de même que le collectif des partenaires en développement des communautés. Là. Alors, ce sont quelques exemples. Ressources. Ressources, qu'est-ce que ça peut vouloir dire, ressources, qu'on revient à... Puis là aussi, on parle de ce qu'on connaît aujourd'hui. Ce que ça sera demain peut être différent. Mais évidemment, l'information, les données pertinentes pour pouvoir partager, comprendre des situations, des enjeux, des problématiques. Évidemment, ça peut être aussi des expertises qui nous permettent évidemment de développer certains... On le voit dans le CAR actuellement, il y a plusieurs types d'expertises, que ce soit dans l'animation de communautés de pratique. Comment on fait ça? Hein? Comment ça se fait, ça? Ou bien sur certaines thématiques particulières, là, les enfants à besoins particuliers ou sur d'autres éléments, quelles sont les expertises qu'on peut aller chercher? Donc, ça c'est des ressources. Ça peut être des outils, ça peut être de l'accompagnement. Alors, il y a plusieurs volets ressources qui visent essentiellement deux grands types d'utilisateurs. Évidemment, les territoires et les réseaux, mais également les décideurs publics. Je vous donne un exemple immédiatement sur les décideurs publics. Prenez l'exemple de l'Observatoire des tout-petits. C'est une ressource qui est disponible, qui, évidemment, reprend des données déjà existantes, se charge de voir comment on peut les communiquer et surtout, le plus important, c'est de voir comment on peut, après ça, un coup communiquer, créer des espaces de dialogue sur les politiques publiques à la lumière, évidemment, de ces informations-là qui donnent des pistes, éventuellement, de solutions. Là. Alors, il y en a quelques-uns ici qui s'adressent particulièrement aux décideurs, que ce soit la Grande Semaine des Tout-Petits ou la Journée de persévérance scolaire, qui sont plus de la notion d'événement, mais qui cherchent à mettre en avant-plan certains objets de discussion sur les politiques publiques. Par exemple, les données, c'est sûr que tous les partenariats, on en a eu déjà quelques-uns avec l'Institut de la statistique du Québec, que ce soit sur l'ECDEM avec Avenir d'enfants ou que ce soit sur l'étude longitudinale développement des enfants du Québec ou autre. C'est sûr qu'il y a tout un corpus de données qui peut être rendu, qui devrait être rendu davantage disponible, mais deux, qui pourrait être aussi développé pour pouvoir répondre à certaines meilleures compréhensions qu'on pourrait avoir de certains enjeux. Il y a certains outils comme Cartojeunes qui, à partir là aussi des données existantes, créent des outils de compréhension sur une base territoriale relativement micro. Alors ça, c'est un outil aussi utile pour les gens qui travaillent à une échelle géographique. Bon, peut-être certains d'entre vous connaissez Communagir ou l'Observatoire estrien du développement des communautés, qui sont vraiment des ressources d'accompagnement, cette fois-ci, sur comment on fait ça, du développement collectif, comment on travaille effectivement en collaboration, c'est quoi les enjeux de développer une vision commune. Alors, il y a ces groupes-là qui accompagnent aussi différentes organisations. Vous avez les exemples également de Naître et Grandir, qui est, vous le connaissez, magazine web, qui est une ressource destinée à la population. Et le dernier exemple, c'est l'Institut du Nouveau Monde, avec le rendez-vous sur les inégalités sociales, qui avait à la fois produit de la nouvelle information, même une espèce d'encyclopédie autour des enjeux, des données sur les inégalités sociales, avait mis en place des mécanismes de participation citoyenne, puis avait aussi, à travers l'ensemble de ces processus-là, éventuellement mis en place des espaces de dialogue sur les politiques publiques qui pourraient être favorables à réduire les inégalités sociales. Alors ça c'était comme un élément de continuité sur plusieurs aspects qui étaient utiles à plusieurs partenaires. Même chose, alors ressources, vous comprendrez qu'ici, c'est un peu différent que pour les autres, dans le sens qu'on est bien mieux de comprendre davantage les besoins des gens qui travaillent dans les territoires ou dans les réseaux avant de prédéfinir quels seront les besoins. Fait ici, on a toute une démarche qui est en train de se construire pour voir comment on va pouvoir saisir ces besoins-là et pouvoir éventuellement voir à qui appuyer dans ce contexte-là. Je vous ai parlé tout à l'heure rapidement des enfants à besoins particuliers. Là aussi, c'est un état d'avancement qu'on vous présente. C'est une démarche. Là aussi, on a réalisé une série de groupes de discussion, rencontré différents partenaires pour essentiellement se faire dire, écoutez, restez au-dessus de la mêlée. N'allez pas dans une logique de financement spécifique, réseau ou association spécifique en fonction du type d'enjeu de développement. Il y a un besoin pour voir comment vous pouvez davantage soutenir des éléments transversaux, que ce soit en termes de mobilisation entre ces différents réseaux-là, que ce soit en termes de réseautage, que ce soit en termes de collaboration
entre les différents partenaires dans le parcours d'un jeune dans un territoire ou dans une communauté donnée. Donc, d'être vraiment dans une logique davantage transversale, touchant aussi l'outillage à partir de la recherche dans certains réseaux. Fait qu'on en est là actuellement. Soutien aux organismes communautaires, j'en ai parlé un peu tout à l'heure. Il y a plusieurs volets. Il y a tout le volet territoire. Quand les démarches territoriales sont en marche, comment peut-on outiller de manière la plus pertinente les organismes à jouer pleinement leur rôle dans ces démarches-là? Et que pleinement leur rôle, ça veut essentiellement dire pouvoir être souvent juste présent, d'avoir la disponibilité d'y être. Mais au-delà d'être présent, c'est aussi d'y jouer un rôle très actif. Alors, il y a une réflexion qui est démarrée ici pour voir comment on peut faire ça. Puis l'autre volet qui est sans doute actuellement le plus, pour lequel on a eu peut-être le plus de demandes, si on peut ainsi dire, c'est le volet réseau. Il y a eu une expérience récente avec la Fédération des organismes communautaires familles, vraiment de la mise en place d'un dispositif sur 6 ans qui ressemblait un peu au projet avec les commissions scolaires, vraiment de voir comment ils pouvaient partager leurs pratiques, les diffuser dans l'ensemble du réseau, faire en sorte que chacun puisse être formé sur ces différentes pratiques qui sont les leurs, les codifier, les packager, etc. Donc, ça a eu plein d'effets sur leur pratique, mais aussi plein d'effets sur leur vie associative et aussi sur leur positionnement général dans l'échiquier, notamment auprès du ministère. Fait qu'il y a les autres regroupements voyant ça, c'est sûr que ça développe un intérêt. Alors, on va voir où est-ce que ça se dirige éventuellement aussi. Mouvement d'engagement collectif, c'est une intuition. Alors là, évidemment, il y a les pôles de soutien qui seront appuyés. Puis oui, bien sûr, on peut essayer de voir si on peut créer le plus possible d'échanges entre ces pôles de soutien, mais au-delà de ça, au-delà de l'organisation, les facteurs sur lesquels tous ces gens-là travaillent, ça nous dépasse tous, en fait. Puis la question, c'est de voir, bien, quel est le rôle qu'on peut jouer à peut-être être utile à ce que tous ces joueurs-là se connaissent davantage, puissent se reconnaître, puis puissent éventuellement peut-être même partager une certaine forme d'agenda commun. J'en ai parlé tout à l'heure, investissement lié à la mission. Alors oui, là, on a fait un premier travail, puis ce qui se dégageait en fonction de notre mission, des conditions autour des familles et des potentiels, même si c'est moins important, des potentiels quand même de rendement financier. Il y avait comme 4 volets, 4 secteurs qui se démarquaient actuellement. Tout ce qui est immobilier collectif, ou au début, on appelait ça infrastructure communautaire. Alors, essentiellement, c'est les endroits où peuvent être logés des organisations. Évidemment, tout ce qui touche le logement abordable, social, c'est dans ce secteur-là qu'on a été le plus actif depuis le début. Alors, logement, système alimentaire. Système alimentaire, il y a quelques exemples de ça qui sont plus dans des phases souvent encore d'émergence. Mais il y en a quand même à Centre-Sud, il y en a un à Montréal-Nord, il y en a un au centre du Québec, il y en a à quelques endroits. On fait qu'on n'a pas eu encore nécessairement à réfléchir beaucoup sur quels seraient les outils financiers là aussi plus globaux qui pourraient être mis en place, mais ça ne saurait tarder. Là, je pense que les choses vont émerger tranquillement. Et tout le volet intégration à l'emploi, qui est aussi l'autre volet, pour lequel actuellement on n'a pas non plus encore vraiment creusé cette question-là. Bien sûr, généralement, on va vouloir, pour l'ensemble de ces investissements-là, c'est toujours avec d'autres partenaires, systématiquement, d'essayer de voir comment on peut davantage offrir des outils financiers qui vont pouvoir être accessibles à plusieurs projets, plusieurs initiatives, plutôt que d'y aller initiative par initiative. L'autre souci aussi là-dedans, c'est toujours le risque quand même de se substituer à l'État. Donc, on a toujours le réflexe de se poser la question, 1. 2, de voir comment ça peut devenir aussi un levier pour que l'État fasse un bout de chemin là-dedans aussi. Donc, ce n'est pas une question là, de se substituer, mais plutôt de voir comment on peut être un accélérant ou être utile à ce que ça puisse éventuellement se faire, mais avec le concours de l'État, surtout à plus long terme. Nous, on peut être utile à court terme, mais dans ces cas-là, mais l'État sera là à long terme. Et pour terminer, évidemment, je vous parlais tout à l'heure de, mettons, Charlevoix, dans une perspective territoriale, pourrait avoir aussi éventuellement une opportunité qui se présente de cette nature-là,
à l'intérieur de leur projet de changement, de leur projet de milieu. Alors, dans la mesure où effectivement, c'est vu dans leur projet de changement, puis que c'est une priorité, ou même c'est même à la limite un pivot important dans leur stratégie pour pouvoir faire avancer les choses, bien, on peut être réceptif également à ce type de demande-là. Évidemment, là, si c'est plein de demandes éparses, non connectées, bien là, c'est sûr que dans ce temps-là, on va être moins réceptif. Pour conclure, bien, ça vous présente un peu, là, de manière plus générale, pas mal chacun des pôles. C'est un peu comme ça qu'on est en train d'envisager le déploiement du soutien qu'on va offrir au cours des prochains mois. Essentiellement, ce qui est important de noter, c'est au cours des 3 prochaines années, là, évidemment, les argents sont encore essentiellement dédiés à l'avenir d'enfants au Québec en forme. On va quand même mettre en œuvre progressivement pour être prêt en 2020 comme organisation à pouvoir effectivement soutenir comme on l'entend. Un grand merci à vous tous. Merci.